On va parler d'innovation et de e-commerce. Et plus précisément, on va parler de big data, puisque c'est un beau sujet dont on parle beaucoup. Et donc, on va parler du lien entre le big data, l'innovation et le e-commerce. Mais dans un premier temps, je vais laisser chacun se présenter. Bon, bah, je commence. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Pierre Cauchy. Je suis directeur associé d'une agence qui s'appelle Altima. Donc Altima, c'est un acteur qui travaille sur le commerce digital au travers de l'in-store et aussi des sites e-commerce. On a des clients qui sont de tous horizons, hein, qui sont des retailers, des pure players et qui utilisent beaucoup le big data. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Noël Rivasso, je suis le fondateur et directeur technique de Caméléon, qui est un éditeur spécialisé dans les solutions d'optimisation de conversion et plus particulièrement, pour l'instant, on est surtout connu sur l'A/B testing. On travaille avec deux types de clients, on va dire des groupes médias type Le Monde, type Page Jaune, Solocal, et évidemment avec beaucoup d'e-commerce, des pure players comme des pas pure players. Donc Galerie Lafayette, Price Minister, Rue du Commerce, ce type d'acteurs. Voilà. Des petits sites. Euh, donc, François Zizerman, j'ai fait du conseil en e-commerce pendant quelques années, ce qui me permet de bien connaître le e-commerce. Et puis maintenant, depuis 3 ans, j'ai la direction d'une société qui s'appelle Target to Sell et qui propose de la recommandation personnalisée, c'est-à-dire proposer automatiquement le bon produit à chaque visiteur. Donc on est pile sur le sujet, comme par hasard, du big data, de l'innovation et du e-commerce. Et on travaille avec eux, évidemment, à 100% sur des acteurs du e-commerce, comme Pinky, Auchan ou plein d'autres. Qui on est, c'est intéressant. Qui êtes-vous, c'est intéressant aussi. Vous êtes, ce que je vous propose, c'est un petit sondage. Qui est e-commerçant? Donc vous êtes la plupart d'entre vous e-commerçants, 90%. Et donc les autres, vous êtes prestataire de solutions. Qui est prestataire? En ligne? Ah bah e-commerçant. Non, pour moi c'est du média. D'accord. Voilà, plutôt groupe média alors. Alors, je ne sais pas ce que vous vendez, disons que le Monde, ils vendent de la pub. D'accord. Ok. Très bien. Donc on va démarrer. Il y a plusieurs originalités dans cette présentation. Comme vous le voyez, il n'y a même pas de vidéoprojecteur allumé. Je trouve ça intéressant d'essayer l'exercice de se désaccoutumer de PowerPoint. Puis ça nous permet d'avoir moins de bruit de fond. On est une petite assemblée, donc ce que je vous propose aussi, c'est qu'on fasse ça de manière interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc le sujet, c'est le big data. Et première question, c'est quoi le big data? C'est une chimère, c'est une mode ou c'est une vraie opportunité? Je commence. Alors moi, en tant qu'agence, je regarde aussi ça avec pas mal de recul, en regardant aussi ce que mes clients ont envie de mettre en œuvre et quels sont ses besoins. Et c'est vrai que sur le big data, une des questions qui me taraude, c'est est-ce que chez les commerçants, c'est une notion qui a un vrai sens? Est-ce que c'est pas une notion fourre-tout, comme on a pu le constater sur certains phénomènes auparavant, hein, comme ça l'a été pour le CRM ou des choses comme ça. Donc, une des choses sur lesquelles on voulait peut-être aussi avancer, c'était d'identifier ce qu'on pouvait mettre derrière le big data. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aborder ça au travers des usages euh, qu'on perçoit aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, le big data, le problème du terme big data, c'est un peu ce côté fourre-tout. Moi, j'y vois surtout en fait une grosse opportunité quand même parce que c'est plus une histoire de méthodologie. Pour moi, les sociétés e-commerçantes ou autres qui vont être performantes au 21e siècle, c'est ceux qui savent utiliser leur data. Donc, au-delà du terme big data, j'utilise beaucoup le terme data-driven. C'est-à-dire les sociétés qui à tous les niveaux, le niveau, et c'est justement ce dont on va discuter aujourd'hui, au niveau opérationnel, c'est-à-dire pour optimiser finalement les visites sur site, utilisent le big data, mais l'utilisent aussi pour prendre des décisions plus stratégiques.
qui seraient prises quasiment au niveau de la direction générale. Est-ce qu'il faut investir sur telle stratégie plutôt que telle autre? On va dire que avant c'était beaucoup du doigt mouillé, des intuitions. Tiens, on pense que bon, il y a des études de marché, mais etc. Le big data vous permet vraiment d'avoir des retours de vos clients réels et de vos prospects pour savoir vers où orienter. Et alors quand on parle de big data et de e-commerce, très concrètement, ça veut dire quoi? On peut mettre quoi dans notre big data? On va mettre quelle information? Alors, encore une fois, si on se place du côté du e-commerçant, je pense que ce qui est intéressant, c'est le développement du chiffre d'affaires et comment le big data peut venir aider au développement du chiffre d'affaires. Donc, moi, je vois 3 notions qui sont derrière ça. C'est l'acquisition, la conversion et la fidélisation. Donc, comment le big data peut venir aider l'un ou l'autre de ces 3 piliers qui sont les piliers fondamentaux aujourd'hui pour un e-commerçant qui veut développer son chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, si on les prend un par un, l'acquisition, on voit qu'il y a énormément de difficultés à créer du trafic rentable. Donc, il faut que le trafic soit ciblé. Donc, on a besoin d'analyser finalement le trafic qu'on veut amener. Sur la conversion, et là, toi, François, tu es vraiment sur ce créneau-là. C'est comment faire en sorte que le site que les commerçants proposent soit adapté et personnalisé à la personne qui est en train d'interagir avec votre site. Et puis la fidélisation pour savoir identifier qui sont ses clients, comment ils interagissent et quels sont leurs besoins. Absolument, mais on va revenir sur ces points-là. Mais la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que j'installe, j'en sais rien, une plateforme e-commerce, Magento par exemple, est-ce que je ne fais pas déjà du big data sans le savoir? Alors moi je pense que non, et on a là, mais justement c'était ça un peu la question que j'avais en tête, c'est dans quel cas... Qu'est-ce qu'on va faire en plus quand on fait du big data qu'on ne fait pas si on se dit pas qu'on le fait et qu'on a une plateforme e-commerce standard? Oui, alors là, moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même une notion assez cruciale qui est la notion de DMP, donc Data Management Platform, pour ceux qui connaissent l'acronyme. Quand on installe un Magento ou un PrestaShop de base, ou même qu'on fait un développement custom par une SS2I pour définir son site e-commerce, c'est très rare qu'on pense tout de suite, finalement, au stockage et l'exploitation de données de type Big Data. Il vaut, à mon avis, beaucoup mieux voir ça dans un second temps et se doter d'outils dédiés comme le DMP. Alors le DMP de base, on pourrait dire que c'est une base de données. C'est une partie de la réponse, c'est-à-dire que c'est, on va dire, une énorme base de données qui agrège des tas et des tas de données sur vos visiteurs. Mais bon, ça, les bases de données, même sur un Magento de base, vous l'avez déjà. C'est plus des bases de données produits, catalogues, etc. Mais vous en avez. Surtout, ce que fait le DMP, c'est qu'il a une partie aspirateur. C'est-à-dire que chaque personne qui réalise des actions sur votre site, des prospects qui arrivent, des clients convertis ou pas, donc fidèles ou pas, etc., vous avez un historique de ces actions, vous savez par quel canal ils sont arrivés, quel est le canal qu'il a converti au final, s'il a utilisé des coupons, pas de coupons, quelle catégorie il a vu, etc., etc. Et bon, globalement, je pense que on peut dire que certaines plateformes e-commerce, probablement haut de gamme, intègrent déjà, je pense à Ibris par exemple, intègrent déjà des bribes de DMP, mais malgré tout, ça reste quand même assez sommaire par rapport à un vrai DMP. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà de tels composants sur leur site e-commerce? Donc il y a des choses... encore beaucoup à faire. Il y a encore à faire et c'est une bonne nouvelle. Et alors donc, oui. Oui, pourtant, finalement, on peut tenter un rapprochement qui est celui d'Analytics, parce que effectivement, quand tu installes un Magento, tu n'installes pas forcément un DMP, mais en installant Analytics, vous avez déjà un certain nombre d'informations qui sont à votre disposition. Et finalement, le constat que moi je fais au travers de l'ensemble des commerçants que je suis, c'est déjà ces données, elles sont très difficilement exploitées par les entreprises, par les e-commerçants, parce qu'elles sont riches, parce qu'elles sont nombreuses et qu'on se perd assez facilement. Finalement. Et c'est aussi des outils très techniques qui sont un peu en décalage parfois avec la culture de l'entreprise, qui est avant tout une culture commerçante, et un peu à l'opposé effectivement de la technicité. Donc finalement, ces données, elles sont là déjà et elles sont difficilement exploitées. Ouais.
Absolument. Et ce que je comprends, c'est que le DMP, c'est un gros entrepôt de données. C'est une façon, finalement, c'est une notion un peu technique derrière le big data et peut-être un peu plus précise. Dans ce DMP, d'après ce que tu dis, on va stocker donc les informations sur les visiteurs. Donc c'est déjà un type d'information qu'on va pouvoir stocker. On va stocker pour chaque visiteur, par exemple. Enfin, pas par exemple, c'est un cas. Un des cas les plus évidents. Hein. L'idée, ça va être bien ça, c'est de stocker chaque visiteur et de stocker ce qu'il fait, ce visiteur. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker comme type d'information? Je ne sais pas, nous, côté Target to Sell, on va stocker les pages vues, l'heure à laquelle les pages sont vues, les produits qui sont sur les pages, l'intervalle de temps entre les différentes pages, le type de page, est-ce que c'est une page liste, une page produit, etc. Et c'est à partir de cet ensemble d'informations qu'on va pouvoir essayer de déterminer un profil pour chaque visiteur. De ton côté, tu as aussi des choses. Oui, alors effectivement, par rapport à ces données-là, on a à peu près les mêmes, et puis on en a d'autres. On va dire, chaque éditeur fait ses propres choix. Nous, par exemple, on traque la météo, parce que sur certains sites, ça peut être très intéressant de savoir ce qu'achètent en fonction de la météo. Sur un site de sport, c'est évident, mais en fait, il y a beaucoup d'autres sites. On traque beaucoup les canaux d'acquisition. Et puis ensuite, des choses même plus compliquées techniquement auxquelles on ne penserait pas forcément, mais qui peuvent faire une grosse différence, comme par exemple le nombre d'onglets ouverts sur votre site. C'est-à-dire, tiens, ce visiteur-là, il avait 7 onglets ouverts sur mon site en parallèle. Est-ce qu'on va pouvoir en déterminer quelque chose, certains critères qui sont pertinents par rapport à quelqu'un qui aurait un seul onglet. Après, pour répondre à la remarque, moi ce que je dirais, c'est que en fait, effectivement, je dirais qu'un DMP, ça peut être très mal utilisé, c'est-à-dire pas du tout utilisé. On va dire que Google Analytics, chez beaucoup de clients, malheureusement, ça reste un outil où vous regardez en fait au jour le jour un peu votre trafic, et puis c'est tout. Vous allez un jour faire un rapport à votre DG, ah oui, on a eu plus 20%, moins 20% en mars. Bon, si vous ne faites pas d'action dessus, ça reste, on va dire, inutile. C'est un peu comme payer l'abonnement à un club de gym et puis ne pas aller au club de gym. C'est-à-dire que ces outils-là, c'est vrai qu'ils sont faits pour être utilisés, pour mettre en place des actions opérationnelles. Alors, bon, déjà, je dirais, la mise en place d'un DMP, même si vous ne voulez pas l'utiliser, ce qui est pas mal, c'est que vous commencez à vous constituer une base de données que plus tard, vous pourrez exploiter. Mais c'est vrai qu'après, beaucoup, et on en fait partie, Target to Sell et Cameloon, d'éditeurs de DMP, essaient de coupler le DMP à une application précise. Parce que sans application, finalement, c'est vrai que ça reste des données dans un entrepôt qui ne servent pas à grand-chose. Alors côté Target to Sell, c'est de la personnalisation produit. L'idée de Cameloon, c'est plutôt de pousser ce qu'on appelle du User Relationship Management, donc c'est plutôt des push marketing du type, par exemple, sur tel type de profil, il faut que je pousse moins 5%, par exemple, un coupon moins 5%, alors que sur ce type de profil-là, c'est pas utile. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose, de DMP, le big data. Et en fait, nous, quand on fait notre travail, on ne parle pas de ces notions-là. On parle comme tu le dis, on est centré sur l'aspect service qu'on apporte, sans ouvrir ce capot. Comment dire, est-ce que toi, tu ressens côté client un besoin qui monte sur des clients qui demanderaient à avoir une réflexion sur ces sujets-là, qui demanderaient à commencer à créer de la valeur autour de ces voilà. Ouais. Alors effectivement, ça fait déjà quelques années, mais la première approche, ça a été de la segmentation des bases clients. Ça a été la fidélisation, ça a été essayer d'identifier des profils, des comportements d'achat qui permettraient en fait de solliciter et de recréer de la fidélisation et donc des visites sur le site. De plus en plus, ce qui nous est demandé, c'est d'essayer effectivement de personnaliser les sites e-commerce pour que les offres qui soient poussées soient personnalisées. Donc, essayer de créer ce fameux one-to-one dont on entend parler depuis des années, qui a du mal vraiment à aboutir, mais on voit quand même qu'il y a des solutions qui se mettent en œuvre pour justement essayer de profiter de cette manne qui est Internet et ces informations qui peuvent être stockées et qu'elles soient utilisées finalement, et plus utilisables, comme tu le disais, mais utilisées. Et pour ça, il y a tellement d'informations qu'on a besoin d'automatisme et d'outils qui les prennent en charge.
Ouais, et d'outils, en fait, ce qui est sans doute intéressant à bien comprendre, c'est que, parce que vous pouvez vous demander, la plupart d'entre vous, vous êtes donc e-commerçant, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que quand je prends une solution e-commerce, ou plus généralement un site, pourquoi est-ce que toutes ces données sont jetées? Parce qu'un serveur, donc quel que soit votre site, quelle que soit la technologie, le serveur, il reçoit l'intégralité des informations. Donc si vous ne les avez pas sur votre site, ce qui est le cas encore une fois, de n'importe quelle plateforme e-commerce du marché, c'est qu'en fait, cette information, elle a été jetée. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été jetée? Parce que la garder, ça pose des problèmes techniques assez ardus en fait. Quand vous faites, et vous pouvez faire les calculs, vous multipliez le nombre de visites, le nombre de pages vues, et vous vous dites que chaque information va prendre un petit peu de place. Et quand vous multipliez tout ça par tout ce qui se passe sur votre site tous les jours, vous arrivez rapidement à des téraoctets de données. Donc résultat, il faut mettre en place des technologies un petit peu particulières. Tu veux en dire Oui, quelques alors, mots? bon, sans rentrer complètement dans la technique, effectivement, il y a des techniques adaptées pour traiter le big data. Notamment, il faut généralement pas utiliser de base de données relationnelles, il faut faire du Hadoop, du Cassandra. Bon, c'est des mots pas forcément très importants, mais je préfère faire un parallèle en fait avec retournons allez, 10 ou 15 ans en arrière par rapport à juste la mesure des données analytics. En fait, au tout début, les données analytics, savoir son nombre de visiteurs, c'était en fait on va dire c'était accessible qu'aux équipes techniques et c'était lire le nombre de lignes de log Apache, donc de votre serveur web que vous aviez sur votre site, tout simplement. Et puis un jour, les solutions JavaScript ultra simples à être pluguées sont arrivées. Les Google Analytics, en France, ça a commencé par Xity, si certains se rappellent, qui est maintenant AT Internet, qui est un acteur majeur du Web Analytics français. Mais en gros, l'idée, c'était juste on arrête. On pouvait le faire avant, hein, on pouvait lire les logs Apache et dire tiens, j'ai tant de personnes sur telle page et l'autre. Bon, et puis c'est passé finalement sur un mode beaucoup plus convivial, totalement automatique, et un outil dédié où un web marketer de manière très simple peut aller récolter ces informations. Bon, il va se passer à mon avis exactement la même chose avec le big data, comme tu dis, c'est-à-dire que là aujourd'hui 95% des données qu'on pourrait récolter, alors tu dis jeter, moi je dis jeter ou même pas collecter, puisque par exemple si on prend l'exemple de la météo ou l'exemple du nombre d'onglets, c'est jamais collecté, hein. Mais on pourrait les collecter et effectivement donc un outil dédié va les collecter et dans 5 ans ce sera tout à fait naturel finalement que chaque site e-commerce, de la même manière que chaque site e-commerce a un outil de web analytics aujourd'hui, c'est impensable de travailler sans, n'ait pas de big data parce que finalement, ça reviendrait à travailler dans le noir. On se priverait d'outils vraiment précieux sur la segmentation, etc. dont tu as parlé. Oui, et puis ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu un changement aussi. C'est qu'auparavant, on stockait surtout du déclaratif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un homme, une femme, qu'est-ce que vous aimez et de plus en plus, on essaye aussi de stocker du comportemental parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des grosses divergences entre ce qu'un client nous dit et ce qu'il fait réellement sur le site et ce qu'il achète réellement. Et puis ça demande beaucoup de moins d'efforts, de rien demander aux prospects, aux visiteurs, vous slurpez 1000 informations sur lui, plutôt que de lui poser un formulaire, vous allez avoir quoi, 1% de réponse, quoi. Oui, et puis, alors ça, c'est un point très important. Il y a effectivement souvent la demande donc Target to Sell, on propose la personnalisation, d'aller chercher le bon produit. Et souvent, on nous dit, mais faut adapter le produit recommandé à des informations dans le CRM. Mais alors, on le fait. Mais moi, la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que dans quel cas c'est bien et dans quel cas c'est pas bien? Et je pense par rapport à ça, il faut être relativement humble en fait. C'est-à-dire, bien sûr, on a des informations. Quand on a récupéré des informations sur une personne, qu'on sait qu'elle est de tel âge ou tel âge, c'est une information. Mais est-ce qu'on est certain de la façon dont on peut l'utiliser? Exemple, ma fille, 20 ans, va acheter un produit pour sa grand-mère, 80 ans. Donc, est-ce que, parce qu'elle a 20 ans, il faut lui cibler des produits pour quelqu'un de 20 ans? Donc l'avantage d'aller collecter les données, d'apprendre à partir de ce que fait l'internaute, c'est qu'on n'a pas ce problème-là.
Oui, alors effectivement, ça soulève un point qui est ce que j'appelle le marketing automation, en fait. Et c'est un vrai débat. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux, pour améliorer son taux de conversion, son chiffre, etc., mettre de l'intelligence humaine ou mettre de l'intelligence machine? Et en fait, bon, je ne pense pas qu'il y ait une réponse simple. Il faut à la fois de l'intelligence humaine et de l'intelligence machine, bien sûr. Mais l'idée, et de ce point de vue, Target to Sell Cameloon sont assez similaires. C'est que, bon, que ce soit dans le cas de push marketing comme on le fait ou de push produit comme le fait Target to Sell, l'idée c'est que vous pourriez définir ça sur des critères manuels. Je vais vous donner un exemple. Tiens, je veux pousser le coupon de 5% dont je parlais à tous les Espagnols qui viennent après 2 heures du matin bien fatigués après avoir fait la fête et qui regardent le site sur un iPad. Bon, ça me fait un segment très précis. Mais des segments comme ça, vous imaginez bien qu'il y en a des millions, si vous couplez ça à tous les critères, l'âge, la météo, etc. Et donc, trouver en fait le bon critère qui performe pour une offre, c'est trop dur pour un marketeur. C'est juste trop dur. Ça équivaudrait à tester des milliers de segmentations dans Google Analytics pour voir, tiens, c'est bizarre, sur ce segment-là, j'ai une disparité de comportement, ça convertit 2 fois mieux. Bon, l'idée, c'est au travers de la big data, de mettre de l'intelligence machine là-dedans, qui va finalement crawler tous ces millions de critères, de segments, etc., pour essayer automatiquement de vous trouver le bon segment adapté à un message ou le bon produit adapté à une personne. Et en fait, du coup, l'intelligence humaine, elle est dans la définition de l'offre ou de son catalogue ou de la manière dont pousser les choses. Et l'intelligence machine, elle est plus dans la partie, je trouve, à quelle cible il faut l'appliquer. Ok, très bien. Donc, si on revient sur les gains, parce qu'on est là pour faire marcher les sites et pour faire qu'ils marchent mieux, qu'ils soient plus efficaces. Donc, tout à l'heure, tu nous disais, Jean-Pierre, il y a finalement, sur les 3 leviers fondamentaux, on va pouvoir jouer: acquisition, conversion, fidélisation. Est-ce qu'on peut donner quel exemple on peut donner sur utilisation de la big data pour chacun de ces leviers? C'est assez compliqué de rentrer dans les chiffres, mais effectivement, on s'aperçoit qu'on arrive à obtenir des améliorations qui sont encore aujourd'hui, on va dire, réduites. Hein. On ne révolutionne pas la transformation d'un site, par exemple, mais on cherche à améliorer petit à petit ça. Effectivement, le big data ne remplacera pas ce qu'on répète depuis des années, qui est test and learn. C'est-à-dire Internet, ça doit être un endroit où on fait des tests et on essaye des choses. Et ces outils ne doivent surtout pas être mis en place et puis abandonnés. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils soient exploités, qu'on les challenge aussi avec de l'humain et du bon sens, tout simplement. Et essayer de faire tantôt des tests avec l'outil, des tests sans l'outil, et regarder un peu comment tout ça avance. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec la deuxième partie de ce que tu as dit, moins avec la première, parce que tu dis on est sur du delta relativement incrémental. Pas toujours. J'ai l'exemple qui m'a été donné il y a une dizaine de jours de Netflix, qui ferait, c'est eux-mêmes qui le disent, hein, qui font 70% des films qui sont choisis par les internautes sont issus de moteurs de recommandation. Donc on arrive à des ordres de grandeur qui sont très importants. Et alors, le chiffre qui circule sur Amazon, c'est 30%. Donc on est au-delà de l'épaisseur du trait, c'est-à-dire proposer, adapter le site dynamiquement à l'internaute, que ce soit avec la suggestion de publicité ou de messages ou par du produit, ça a un impact qui peut être vraiment très important. Et puis, au-delà de la conversion pure, en fait, ces services-là ont une énorme valeur ajoutée qu'il est un peu plus dur d'évaluer. Mais je vais vous la donner avec un exemple concret d'Amazon. Effectivement, moi, à titre personnel, je vais très très souvent sur Amazon juste pour avoir les recommandations. Et donc découvrir d'autres produits qui auraient pu m'intéresser, auxquels j'aurais pas pu penser. Et ça ne veut pas dire que je l'achète, mais ça veut dire que Amazon, 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 Amazon. Je retourne toujours sur Amazon, la puissance de la marque ne fait que grossir. Et par rapport à un site où vous allez acheter une fois et finalement vous vous en souviendrez plus, quoi. Ajouter ce type de service, ça a un effet énorme sur la fidélisation. C'est ce qu'on disait, c'est pas que sur la conversion, c'est pas que sur l'acquisition, c'est aussi la fidélisation parce que les gens voient ça presque comme un service à la Google, quoi. Voilà. Ouais, sur la fidélisation, c'est un sujet sur lequel on a pas mal réfléchi. Et moi, je pense qu'il y a ce que tu dis,
c'est-à-dire le fait qu'on va proposer des produits qui vont jusqu'à donner à l'internaute des idées, bah, ça lui donne envie de revenir. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inconscient qui doit jouer là-dedans, qui est le fait que quand l'internaute revient, je vais prendre l'hypothèse contraire, on ne fait pas de personnalisation, donc le site, imaginons vous faites le travail et donc vous changez votre site régulièrement. Bah, par exemple, 2 fois par mois, tous les 15 jours, bah, un internaute c'est déjà du boulot, faut le faire, ce travail de merchandising de la page d'accueil 2 fois par mois. Et encore, les autres, vous le faites déjà sur la page d'accueil, c'est pas simple à faire sur les autres pages d'entrée du site. Un internaute qui va revenir, par exemple, à 2 jours d'intervalle sur le site, on va lui montrer finalement les mêmes produits. Et ce que je pense qui se passe dans ces cas-là, c'est un peu intuitif comme explication, mais c'est qu'en fait, c'est comme si on ne stimulait pas les neurones, en fait. Parce que comme on affiche quelque chose que l'internaute a déjà vu, et ben, il n'y a rien de nouveau. Et s'il n'y a rien de nouveau, notre cerveau, c'est une machine à oublier ce qui n'est pas important. Et un site où il ne s'est absolument rien passé d'une visite à l'autre, ben, il n'y a aucun neurone qui sont stimulés, donc on ne fait rien pour augmenter la force marketing du site, en fait. C'est clair. Après, il y a une chose qui sera aussi intéressante, mais je pense que ça viendra aussi avec la maturité, c'est d'essayer de travailler les leviers de manière transversale et pas juste de manière verticale, c'est-à-dire de ne pas se focaliser un temps sur l'acquisition, puis se focaliser un temps sur la conversion, un temps sur la fidélisation, mais plutôt d'essayer de travailler les leviers en un seul et même process, ce qui demande des équipes structurées, ce qui demande pas mal de temps et de communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles sont assez structurées de manière verticale avec des expertises très, très ciblées et des gens qui ont du mal à échanger sur leur domaine. Alors, ce que tu dis me donne envie de parler d'un autre sujet qu'on avait préparé, qui est l'aspect multicanal. Parce que là, on parle beaucoup du web, et on se dit que la différence de l'approche donc Big Data par rapport avec Essence, c'est que là, dans une approche Big Data, on va donc stocker toutes les données sur tous les utilisateurs. Est-ce qu'il y a déjà des histoires à raconter sur une logique Big Data et multicanal? Alors, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait des solutions qui étaient, j'allais dire, miraculeuses sur le multicanal, c'est-à-dire quelqu'un va sur le site web, puis passe sur un point of sale physique, puis passe ensuite sur son mobile et qu'on arrivait à l'identifier à chaque fois, ça démultiplierait, on va dire, les possibilités d'utilisation de la big data. Bon, je ne suis pas tout à fait proche de ces sujets. Pour moi, le miracle n'a pas encore été trouvé, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est encore un terrain en pleine exploration, hein, de la part de plein d'acteurs. Ceux qui sont peut-être les mieux placés pour le faire, malgré tout, je dirais que c'est les très gros. Les Google, etc. Voilà, parce que vous revenez tout le temps sur Google, etc. etc. C'est des sujets complexes. Moi, mon point de vue, c'est qu'on va voir ça beaucoup évoluer dans les années à venir. C'est à suivre. Mais c'est sûr que ça démultiplie d'autant plus l'intérêt de la big data, puisque du coup, ça veut dire que vous êtes capable sur une autre device tout de suite de repositionner vous ne démarrez pas de rien, vous ne démarrez pas avec un visiteur neuf, vous démarrez avec un visiteur qui a un historique, donc toujours pareil, vous personnalisez. Ouais, de notre côté, les expériences omnicanal, elles sont pour l'instant vraiment aux prémices, même si c'est des choses qu'on a poussées longtemps. On commence seulement à voir les premières implémentations. Et elles ne se font pas forcément toujours au niveau du client, elles se font aussi beaucoup en accompagnement des vendeurs, donc des gens autour de la vente. Donc encore très très peu d'exploitation sur ce sujet-là. Ouais. Moi, sur ce sujet, j'ai deux histoires en tête. La première que je trouve intéressante, c'est une histoire qu'on m'a racontée et qui montre que mettre en place une logique big data, il faut savoir où on va. Le faire juste pour se faire plaisir, ça sert à rien. Donc là, c'est quelqu'un qui a installé en magasin des caméras. Et il paraît que ça coûte plus très cher maintenant, des caméras IP qui vont compter automatiquement les visiteurs. Je ne sais plus d'où je sors l'histoire. Et donc, ça a permis d'avoir l'évolution du trafic physique dans le magasin. Alors, on ne sait pas qui sont
les gens, mais on sait à telle heure, il y a tant de personnes dans le magasin, à telle heure, il y a tant de personnes dans le magasin. Et en fait, cette histoire-là, on me l'a racontée dans deux cas d'usage différents. Quelqu'un qui a mis ça en place, et puis il avait ses courbes de trafic, il sait qu'à 9 heures, il y a tant de personnes, à 10 heures, il y a tant de personnes, etc. Et après, quand on lui demande qu'est-ce que tu en fais, la réponse c'est rien. Donc c'est un premier exemple. Et un autre exemple, je me souviens du nom, c'est Kingfisher, qui a mis en place le même outil, mais qui pour le coup s'est rendu compte qui a croisé, et c'est souvent le cas dans le big data, on donne du sens en croisant les données, qui a croisé les données de taux d'occupation des magasins ou taux de fréquentation des magasins, je ne sais pas comment on dit, avec le chiffre d'affaires, et qui s'est rendu compte qu'il y avait une distorsion le matin entre 8h30 et 9h. Et ils se sont rendus compte donc qu'ils étaient beaucoup moins performants, les gens achetaient beaucoup moins individuellement entre 8h30 et 9h. Et résultat, ils ont analysé pourquoi. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un dysfonctionnement d'organisation. Donc, après, en prenant les mesures qui vont bien, donc concrètement, la réalité derrière tout ça, c'est que les gens faisaient leur pause café en arrivant et étaient réellement opérationnels dans les magasins qu'à partir de 9h. Résultat, donc en corrigeant ça, en adaptant leur organisation, ils ont gagné beaucoup plus d'argent. Toujours sur le multicanal, l'autre scénario d'usage qu'on a, c'est, on commence à faire des expérimentations sur ce sujet-là, c'est sur les call centers. C'est-à-dire, puisqu'on garde des données sur le visiteur, on peut réutiliser ces données quand l'internaute appelle, en avant-vente ou en après-vente. Et résultat, on va pouvoir donner des informations précises aux téléconseillers pour améliorer les ventes. Donc on voit qu'on a des usages différents. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet qu'on explore? Là, on est en train de parler de différentes choses. Donc on va continuer. En fait, est-ce que si on stocke beaucoup de données, on va avoir potentiellement, comment dire, est-ce que ces données, il faut y accéder, il faut pouvoir y accéder en temps réel, ou est-ce qu'il y a des applications en temps différé? Et quels sont les scénarios d'usage en fait à partir de ces données qu'on stocke? Oui, effectivement, il y a deux types d'exploitation. Sur le temps réel, c'est la conversion, hein, c'est d'essayer, comme on disait, de profiter de tout ce qu'on connaît sur notre visiteur pour essayer de personnaliser, donc de pousser l'offre qui va bien. Donc ça, c'est la première utilisation, cas d'usage du temps réel. Et sur le temps différé, c'est d'essayer de consolider les informations, de consolider les parcours clients pour peut-être créer des cycles de parcours clients, des cycles de vie de produits, essayer de pousser aussi des offres à 1, 2, 3, 4 mois pour effectivement utiliser la fidélisation au maximum. Donc vous, côté Caméléon, vous êtes uniquement sur du temps réel ou il y a aussi du traitement différé des données En fait, un peu les deux, on va dire, puisque la partie DMP peut être utilisée sur les deux aspects, forcément. Vous pouvez, a posteriori, on a une API qui vous permet de récupérer les données et de faire plein d'analyses, mais on n'a pas sur ce créneau particulier, on va dire, de différenciation majeure avec d'autres DMP. L'application principale de notre DMP, de notre produit, parce que comme ce que je disais, c'est maintenant ce que les éditeurs essaient de pousser, c'est-à-dire un DMP pas juste pour des données, mais avec une application concrète, et évidemment beaucoup temps réel. Puisque ça va être effectivement sur une problématique business critique de votre site, qu'est-ce que je fais par type de visiteur. Une différenciation par exemple par rapport à l'A/B testing, sur lequel on est très connu, c'est que l'A/B testing finalement c'est du ou, c'est-à-dire 80% des tests que font nos clients en A/B testing, c'est sur de l'ergonomie, hein. Donc c'est est-ce qu'il faut que je fasse ça ou ça. Bon, et le big data et la personnalisation dynamique, c'est un peu le et, c'est-à-dire que c'est ensuite tel message ou tel truc de branding, etc., je vais le pousser. Il y a certaines personnes à qui c'est bien de le pousser, il y a certaines personnes à qui c'est pas bien de le pousser. Et c'est plus une histoire de soit l'un soit l'autre, c'est une histoire de l'un et l'autre. Bon, après,
Il y a des choses qui sont calculées en temps réel, mais qui ont un effet plus tard. Par exemple, ce qu'on est capable de faire, c'est de dire, bon, bah, vous avez un visiteur qui arrive sur le site, il n'achète pas. Par quel canal vous allez essayer de le faire revenir, et par quel canal c'est rentable de le faire revenir? Est-ce que c'est du Criteo? Est-ce que c'est du AdWords? Est-ce que c'est un email? Shooter quand? 7 jours plutôt que 10 jours, etc. Bah, le DMP, via toutes les données qu'il a, est capable de vous sortir des informations précises sur ce visiteur en vous disant finalement ce visiteur c'est rentable de le faire revenir par Criteo, ou alors au contraire non, ça va coûter trop cher et il a une faible probabilité de conversion. Donc ça c'est du temps réel calculé sur la visite, mais l'action est hors site, donc plus tard elle aura lieu dans 3 jours, 4 jours. Voilà. Qui utilise Criteo parmi vous? Très bien. Donc, Criteo, c'est un exemple Ils ont un DMP. Hein, Ils ont un DMP. Ils ont un DMP parce que pour être capable de... Ils tracent bien ce que font l'ensemble des visiteurs pour être capable après de leur proposer la bonne publicité. Criteo, en fait, c'est l'application d'un DMP, pas sur site, comme nous on peut le faire, mais plutôt dans le parcours général. C'est-à-dire ils appliquent leurs algorithmes et puis finalement sur les sites médias, enfin sur les sites où il y a des annonces, donc où il y a des régies publicitaires, ils vont dire il faut positionner telle pub pour telle personne. Voilà. Ok. Et donc une des problématiques, donc on l'a dit, on peut être en temps différé, on peut être en temps réel. Concrètement, être en temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre dans quel... parce que on est sur un site et on sait que le temps d'affichage du site, c'est un critère très important. Donc comment est-ce qu'on peut, avec des grosses quantités d'informations, répondre très rapidement? Oui, alors là, effectivement, c'est un gros challenge technique, donc je dirais que chacun a sa soupe. Nous, en particulier, on a une approche assez innovatrice qui est de plutôt tout stocker en fait et de prendre les décisions côté client, donc côté JavaScript. Mais je sais que par exemple que Target2Sell a travaillé au contraire à donner ça passe par des serveurs, mais les temps de réponse des serveurs sont extrêmement rapides. Voilà. Donc l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, là encore, bon, c'est quand même malgré tout pas mal une histoire d'expert. Si vous n'êtes pas capable, nous par exemple, en fait, toutes les 5 secondes, pour montrer une action ou pas, on recalcule. Parce qu'il se peut très bien qu'en 5 secondes, la situation ait évolué. Vous avez fait une nouvelle page vue de plus, vous êtes revenu par un autre canal, vous avez ouvert un autre onglet, la météo a changé. Bon, là j'exagère un peu. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on recalcule à chaque fois en temps réel si c'est rentable de pousser l'action ou pas et quelle est la meilleure action à pousser. Donc évidemment, il faut que vous subissiez une charge de millions de calculs par minute en répondant en moins de 10 millisecondes. Quoi. Ouais. Du point de vue de l'agence, c'est aussi un des enjeux du choix du e-commerçant par rapport à ces outils-là, parce que, tu as raison, c'est très technique et les algorithmes sont tous très différents. La façon des outils d'utiliser vos données ou les données des internautes, en tout cas, pour vous faire des recommandations, sont toutes différentes. Et en même temps, pour les commerçants, c'est important de comprendre comment l'outil va fonctionner, parce que c'est une fois qu'il sera installé, il ne faut pas qu'il soit oublié. Et donc, il faut que vous compreniez les enjeux de ces outils-là, aussi pour que vos équipes se les approprient. Des équipes qui sont souvent des équipes soit produits, soit marketing, qui ne sont pas des techniciens. Donc, il y a un vrai enjeu pour les éditeurs de solutions aussi à faire de la pédagogie pour justement démontrer que c'est des outils qui doivent se tuner au fil du temps et c'est pas juste je fais un install et j'oublie, comme je le disais tout à l'heure. Oui, nous, c'est vrai que l'accompagnement des clients, la mise en place, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans nos offres. Il y a même si le but en tant qu'éditeur, c'est quand même qu'à terme, le client ait l'autonomie, c'est rare les clients qui se lancent complètement tout seuls. Il y en a, mais très souvent, ils demandent un accompagnement sur ces problématiques expertes pour comprendre, pour pas que l'outil soit juste une boîte noire auquel on ne comprend rien. On est là puisqu'on parle d'innovation, pour essayer de se projeter. Aujourd'hui, la réalité du marché, c'est qu'on est plutôt sur une approche, comme on l'a dit, avec des solutions. Et donc, le commerçant va choisir telle solution, et va agréger en fait un ensemble de solutions. Est-ce qu'on peut imaginer que ça évolue si on se projette plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer que plus tard, parce qu'en faisant comme ça fait que finalement chaque brique, par exemple, on met de la B-test, on met une solution qui va personnaliser les messages, on met une solution qui va faire de la recoproduit, on met de l'analytics, et finalement chacun reconstitue son DMP, pour reprendre ce mot-là. Est-ce qu'on peut imaginer que l'offre évolue dans le temps et qu'il y a une offre DMP qui
qui existe sur lequel viendraient se greffer d'autres acteurs? Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'en fait, bon, moi, je suis assez pour garder les experts sur ce qu'ils font de bien. C'est-à-dire que tel expert est expert d'A/B testing, tel expert, c'est la recommandation produit, tel expert, c'est l'analyse d'acquisition, la déduplication. Donc, je pense que ce mix de briques logicielles, en fait, va être conservé. Après, ce que je crois beaucoup, c'est plus à de multiples ponts entre les différentes solutions pour partager les données, puisque chaque DMP finalement a un peu ses propres données. Nous, il y a des données qu'on ne traque pas du tout, que je suis sûr que Target2Sell traque, parce que ça a plus de valeur ajoutée pour eux que pour nous. Bon, et réciproquement, bien entendu. Donc là, on est en train de travailler à faire un pont entre nos deux solutions pour pouvoir enrichir en fait le DMP de l'autre, c'est-à-dire la base de données de l'autre, avec les données que nous on a. Et on peut imaginer que les ponts de ce type vont beaucoup se multiplier, notamment en fait avec les CRM. C'est-à-dire que de base, une solution DMP, quasi toutes peuvent se plugger avec un CRM, mais il faut faire un petit développement custom. Bon, on peut imaginer que les ponts vont arriver en version automatique. Comment tu vois les choses par rapport à cette évolution? Parce qu'aujourd'hui, le e-commerce, c'est ça, c'est de plus en plus un Lego. On assemble des composants, sauf que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de normalisation. Il n'y a pas eu un seul éditeur qui définit que tous les morceaux peuvent s'emboîter correctement. Heureusement. Alors, oui, heureusement, mais ça fait de la difficulté du travail à intégrer correctement tout ça. Comment tu vois les choses de ton point de vue? Forcément, j'ai une vision un peu différente. Je comprends ton point de vue de dire un expert à la bonne place. En même temps, ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, où je disais, moi, ce que je rêve, c'est aussi de travailler tout ça dans sa globalité. Donc, forcément, c'est un peu différent. Ce que je me rends compte également, c'est que pour les commerçants, c'est de plus en plus difficile de faire le tri parmi l'ensemble de ces solutions qui sont de plus en plus techniques, parce qu'on commence à avoir une certaine maturité chez les e-commerçants et donc des processus d'industrialisation et donc forcément d'expertise très pointue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive un peu à un point assez difficile. Ça va évoluer. Maintenant, je serais vraiment... je ne vois pas dans quel sens aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête et transparent, c'est vrai que ça me paraît à la place des e-commerçants, et je l'ai été, parce que j'ai travaillé pour Decathlon très longtemps au niveau de l'entité e-commerce. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est vrai, d'ailleurs, il y a des éditeurs, mais évidemment, c'est des gros éditeurs qui parient sur une uniformisation et qui offrent toute une gamme. Bon, évidemment, le plus connu, c'est Adobe, qui vous propose du Omniture, donc du Analytics, mais ils ont aussi une solution de testing, de personnalisation. Et eux, ça va même encore plus loin, puisque quasiment leur rêve, ce serait que tout le monde ait la solution Photoshop jusqu'à Omniture, en gros. C'est-à-dire que tout est vraiment intégré. Il y a les avantages et les inconvénients. Ils ne peuvent pas être bons sur toutes ces solutions et ils ne peuvent pas adapter exactement toutes ces solutions aux besoins précis de chaque client. Moi, c'est difficile de prévoir les évolutions. Quand l'autre fois, j'entendais une émission super intéressante de quelqu'un qui se projetait 25 ans dans le futur, en sachant que 25 ans, c'est l'âge du web, en fait. Et je trouvais l'exercice vraiment intéressant. Donc voilà, on est sur on l'oublie souvent parce qu'on est au quotidien, c'est notre travail, et on a l'impression que les choses sont relativement stables, mais elles ne le sont pas, elles évoluent encore très très vite. On est sur un chantier mouvant. Le web, c'est encore quelque chose de très jeune et très immature. Moi, il y a une tendance de fond auquel je crois beaucoup, et je ne crois pas qu'il y aura de retour en arrière là-dessus, parce que je crois que c'est du mieux pour tout le monde, c'est le SaaS. C'est-à-dire le fait que ça permet de mieux découpler les problèmes. Et de même que j'ai cette image-là en tête, de même qu'un particulier ou même ou une entreprise n'hésite pas à mettre son argent en banque en se disant qu'il sera plus sécurisé parce que c'est un métier de protéger, de mettre un coffre-fort, etc. Pour la gestion des serveurs, des services, je pense que voilà, je vois l'analogie bien marcher, et je pense que c'est une tendance de fond. Ouais, et j'ai aussi l'impression que c'est très très lié à la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour qui c'est inconcevable de confier des données en externe, d'autres qui effectivement n'ont pas peur de ça. Et je ne peux pas vraiment le citer, mais j'ai un client qui est un
un gros industriel, hein, il fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est aujourd'hui quasiment en train de reconstituer son propre Google Analytics pour essayer de stocker les données de ses... C'est pas aujourd'hui des acheteurs, hein, c'est juste des visiteurs, mais il a besoin de comprendre comment sa galaxie de sites interagit avec ses clients, comment les clients utilisent telle ou telle marque. Et donc, il se réapproprie tout ça et essaye de gérer ça en interne. Donc, tu vois, il y a encore aussi des entreprises comme ça. Mais ouais, après, c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue. Nous, quand on a monté Target to Sell, je voulais que ce soit une offre SaaS. Et je me disais, ben, tant pis, il y aura certains clients avec qui on ne pourra pas travailler parce qu'ils ne voudront pas que leurs données soient sur nos serveurs. J'ai réussi à le dire. Eh bien, sans effet, pour dire les choses réellement comme elles sont, c'est jamais arrivé. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, c'est qu'on n'a sans doute pas rencontré la personne dont tu parles, mais voilà, on a une quarantaine de clients et je n'ai pas le souvenir d'une discussion. Alors, on est très rassurant sur le sujet et parce qu'on l'a travaillé, c'est-à-dire on dit par exemple qu'on a une cloison étanche entre chaque donnée de chacun de nos clients, donc il n'y a pas de risque que les données des uns se baladent chez les autres. Dans nos contrats, c'est marqué que les données appartiennent aux clients. Donc on n'est pas propriétaire des données, on est comme un hébergeur en fait. Mais j'ai l'impression que ça évolue et que les barrières autour du SaaS sont en train de tomber en fait. Oui, moi en fait, alors je dirais qu'en fait la bataille est déjà finie, hein. Le SaaS a gagné. Je ne vois pas comment on peut revenir en arrière de nos jours. Enfin, je sais pas, c'est même. Bien sûr qu'il y a encore des gens qui utilisent Outlook, mais enfin, Gmail est tellement utilisé par Outlook pour tout un tas de raisons. Que ça va être, enfin, de toute façon pour moi et encore plus dans nos domaines, il y a quasiment que le SaaS. Après effectivement il y a des questions de sécurité des données, de qui a les données qui sont vraiment très importantes et ça c'est vrai qu'on le rencontre au quotidien nous. En particulier par exemple le groupe Solocal était très attentif à qu'est-ce que vous aurez comme données, qu'est-ce que vous conservez, est-ce que vos serveurs sont en France, est-ce que par hasard vous en donnez pas à Google, enfin des choses effectivement qui vont assez loin. Et moi, je pense que ça vaut le coup de passer justement du temps à réfléchir à ces questions. Nous, on l'avait fait depuis le début, puisqu'en fait, enfin, la solution est complètement modulable sur en fait, les données que vous nous donnez ou pas. Vous pouvez nous donner 0 données potentiellement, si vous voulez plutôt que tout conserver dans Google, etc. Et au contraire, si vous ne faites pas du tout confiance à Google, vous n'avez pas Google Analytics, et ben, tout peut passer par chez nous. Après, ce que je dirais, c'est que je pense que les cas, comme tu viens de le dire, il y en aura toujours, mais c'est justement que c'est une contrainte métier tellement forte que ça va plutôt être développé en interne. Je ne dirais pas que c'est un débat SaaS versus solution externe installée en mode licence traditionnelle, c'est plus interne versus externe. Je dirais que sur l'externe, à mon avis, il n'y aura que du SaaS. Très bien. Merci. Est-ce que, alors après cette 3/4 d'heure d'échange sur le sujet, est-ce que vous vous dites, bah oui, pour améliorer les perfs de mon site, je mettrais bien un peu de big data là-dedans? Moi, j'ai envie de poser une question. Vous êtes venu ici pour assister à cette conférence. Dans quel état d'esprit vous ou votre entreprise est en réflexion sur ces sujets? Est-ce que c'est juste de l'intérêt? Est-ce que vous avez vraiment des projets en tête? Est-ce que c'est identifié sur quelle partie, acquisition, conversion, ou est-ce que justement c'est une réflexion globale qui va englober tous les... Et donc c'est quelque chose que vous faites en interne?
Et alors, le débat du coup chez vous, c'était est-ce qu'on va le faire en interne, est-ce qu'on va le faire en externe? Si on le fait en externe, comment? Quel type de solution? Plutôt du analytics ou... D'accord. Et donc le retour d'expérience, c'était par rapport à des gens qui auraient pu le faire en externe? Ouais. Alors j'ai un cas on a travaillé avec une société qui s'appelle Monsieur Drive, que peut-être vous connaissez. Enfin, eux, en gros, l'idée, c'est de récolter beaucoup de données pour ensuite faire son panier en fait chez Auchan Drive, etc. Et eux, leur problématique, effectivement, c'est un peu du B2B. Donc les données, ils étaient contents de les avoir eux, mais c'était surtout pour les revendre à Auchan, etc. Et ils sont venus nous voir. Et en fait, l'idée, effectivement, c'était, on a peu de ressources internes techniques. Comment on peut finalement capter toutes ces données? Et là, par exemple, notre préconisation, ça a été en fait de travailler avec un outil de type Universal Analytics, qu'ils avaient déjà en version Google. Bon, on les a fait passer en Universal Analytics, et de travailler vraiment sur la customisation de cet outil pour récupérer toutes les données. Je pense qu'ils ont été très contents parce que la mission, compte tenu de la mission, c'est des budgets vraiment très 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 raisonnables et aucun effort quasiment à faire de leur côté. Et maintenant, ils ont toutes les données. Donc, non, justement, l'idée, c'est que notre préconisation aurait peut-être été un peu différente si justement l'idée ensuite c'était de faire de l'activation. Là, c'était uniquement du stockage de données dans le but de les revendre. Dans le but de les revendre. C'est-à-dire, en gros, c'est tant de visiteurs ont vu l'offre Evian de je ne sais pas quel marchand, et elle a eu un super taux de conversion, et puis la personne a acheté en moyenne 20 minutes chez vous après avoir vu l'offre. C'était vraiment des métriques comme ça. C'est par exemple le temps moyen entre la première visualisation de produit et l'achat. Voilà. Mais c'était des métriques clairement qui ne sont pas dans le Google Analytics de base, qu'ils auraient pu développer en interne, mais c'est vrai que finalement c'était de l'analytics. Donc on a pris le middle ground, je pense. Alors si vous, l'idée c'est de pousser de la personnalisation derrière automatique, ben, comment vous comptez? Parce que du coup, si vous avez résolu la première partie du problème qui est la collecte de données, comment vous allez résoudre la deuxième partie? Et c'est celle-là qui est difficile aussi. À la main. Pas- mais, ouais. Alors là, je dirais que c'est très proche vraiment de vos cœurs business. Donc ça peut faire sens de le développer en interne. Ce qui pourrait, là où ça aurait peut-être, enfin là où la solution externe a un intérêt, c'est que par exemple, nous ou d'autres peut-être solutions du marché, on vous propose une fois qu'on a fait toute la collecte de données business, donc je sais pas, fréquence de trajet, lieu de départ, etc. On vous propose une interface en fait qui est facile à manipuler côté marketing. Du genre, tiens, j'ai une promo sur toute l'île de France, je vais pusher sur toute l'île de France ce message-là en homepage de mon site. Voilà. Et j'ai juste à sélectionner région Île-de-France et pouf. Voilà. Donc après ça, typiquement le développeur en interne, je sais que ce sera vraiment pas rentable. C'est ça, au plus. Après, effectivement, pousser des choses de type au milieu d'une course, ça commence à devenir tellement spécifique que là, la question se pose. Voilà. L'arbitrage interne et externe, moi je le trouve sincèrement difficile. Moi j'ai intérêt, je vends une solution, donc quand je suis en situation de vendeur, j'ai intérêt à pousser ma solution, mais si je peux changer de casquette. Et je pense qu'effectivement, quand je suis côté marchand, je peux me dire, est-ce que je considère que c'est stratégique, c'est cœur de business et que je veux le développer. Après, il faut regarder les choses comme elles sont. Sur ces métiers-là, aujourd'hui, qui fait des choses réellement avancées en interne? Les très gros américains, donc évidemment Netflix, Amazon, bref, quelques acteurs comme ça. En France, le seul que je connaisse qui a fait plein de choses, mais je ne sais plus trop où est-ce que ça en est, c'était la Fnac, qui avait historiquement développé des choses, mais de toute façon à un moment où il n'y avait pas de solution sur le marché, donc ils avaient développé, mais je ne suis pas certain que cette activité-là reste très active. Donc la difficulté, c'est ça, c'est que oui, il y a la question, c'est en même temps, c'est une double contrainte, comme toujours quand on fait des choix difficiles. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut se dire oui, c'est important, c'est stratégique, mais quel moyen je vais pouvoir mettre
sur ce sujet-là. Et c'est des sujets très techniques. C'est ce qu'on a essayé de dire en essayant de rester accessible. Hein, mais c'est que c'est des sujets techniques parce qu'il s'agit de stocker beaucoup de données et de garder des temps de réponse très courts sur une grosse masse de données. Donc en fait, il y a des challenges techniques assez gros. Moi, je peux vous donner le cas. Pardon, les utiliser, en fait, c'est ça. Ouais. Je peux vous donner le cas d'un des clients d'Altima qui est Salomon, pour qui on a créé tout un programme qui était pour le coup plus CRM, mais qui est assez proche de ce que vous décrivez, parce que la problématique d'un acteur comme Salomon, c'est qu'il est passé de simple fabricant à distributeur, et qu'au final, ses clients qui étaient avant des distributeurs, hein, des Decathlon, des GoSport, c'est eux qui avaient l'information des pratiquants, qui étaient l'utilisateur des produits Salomon. Donc, un des premières problématiques de Salomon, c'était de collecter des données pour comprendre qui étaient les utilisateurs, pour ensuite les faire entrer dans des programmes de fidélisation. Et donc, on a fait des data warehouse et on a créé des parcours clients. Il y a 64 parcours clients différents, hein, parce qu'il y a beaucoup de sports, pour ensuite essayer de faire entrer chaque client dans un segment très, très personnel. La difficulté ensuite, c'est d'automatiser tout ça. Donc effectivement, la problématique interne-externe, elle se prend aussi par rapport à la culture que vous avez. Si vous avez toujours l'habitude de tout faire en interne, je connais très bien parce que chez Decathlon c'était ça. C'est très difficile de vous convaincre de passer en externe. Donc, les boîtes évoluent. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Comment ça s'appelle Price Minister avait la culture très forte de tout faire en interne, et aujourd'hui il commence à utiliser des briques tierces. D'ailleurs, oui, c'est un bon exemple, puisque sur l'A/B testing, c'est un de nos meilleurs clients, Price Minister. Et en fait, eux, ils étaient précurseurs sur le sujet en France. Je crois qu'ils en faisaient depuis 2008 ou 2009, quand en France, personne n'en faisait. Et on a longtemps lutté contre une solution interne chez eux. Donc c'est pour ça que ça a été assez difficile de gagner ce compte. On a quand même fini par les convaincre, parce que tout simplement, même s'ils avaient développé, ils avaient la compétence, etc. Leur solution interne en fait coûtait trop cher. C'est-à-dire que les marketeurs ne pouvaient pas, de manière raisonnable en termes de budget, lancer 3, 4, 5 A/B tests par mois. C'était un A/B test tous les 2 mois sur des gros sujets, quoi. De type back-end, algorithme de recherche, etc., qui n'est pas du tout nous les forces de notre solution, puisqu'on est plus sur de l'ergonomie, on offre de l'agilité. Et en fait, d'ailleurs, leur solution interne est toujours utilisée chez eux. Hein. C'est-à-dire que je ne connais pas la proportion des A/B tests qui partent par chez nous et par leur solution interne, mais je dirais 80% c'est nous, 20% c'est eux, et en fait ils savent très bien quand il vaut mieux shooter sur l'un plutôt que sur l'autre. Ça c'est assez... On est, Alain me fait signe qu'on est time out. Mais écoutez, merci à tous pour votre attention et vos questions, et puis à bientôt. Merci.